Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Horizon Universe, dans ce tout premier épisode d'une nouvelle série que je vais appeler La Pile, parce que la pile. Si vous vous souvenez, il y a peut-être déjà bien 2 ou 3 mois de ça, j'avais parlé sur Instagram d'une envie que j'avais de parler un petit peu plus en profondeur sur YouTube de mes lectures. Parce que voilà, sur Instagram, je vous présente tous les mois ma sélection du mois, où je vous présente 4 à 6 livres que je vais lire dans le mois. Et je reviens vous en parler sur Instagram en story à chaque fois que je finis un livre. Je publie mes critiques sur Goodreads et sur Babelio. Honnêtement, quand j'y pense, vraiment que je sois un petit peu plus efficace là-dessus. Mais bref, l'idée à la base, c'était de poster une vidéo dès que je finissais un livre. Le problème, c'est qu'en termes de logistique, en fait, c'était pas forcément une super idée. Je lis certains bouquins en 2 jours et j'en lis certains en 10 jours. C'est-à-dire que les vidéos allaient pas forcément sortir dans des super conditions, ça allait être potentiellement logistiquement un petit peu compliqué. Du coup, à la place, j'ai eu l'idée de faire une vidéo par sélection, voilà, une vidéo par mois où je parlerai du coup de ma sélection du mois de manière un petit peu plus en profondeur. Donc, on verra bien si c'est un format qui reste, on verra en fonction de vous comment vous le prenez, en fonction de moi, comment je me sens aussi avec ce genre de format. Donc voilà, aujourd'hui je cosplay ton père qui fait des saucisses sur son barbecue Weber tout l'été, t'as vu? Allez, on se lance dans ma première pile, finalement, voilà, la sélection du mois d'août, du coup. Et je commence avec le premier livre de cette pile, qui est Season of Storms de Andrzej Sapkowski, donc le dernier tome sorti de la saga The Witcher. Dernier tome, mais pas dernier moment de l'aventure de The Witcher. Si vous connaissez un petit peu la saga, je pense que vous la connaissez peut-être éventuellement via Netflix, via la série Netflix qui était sortie il y a presque 2 ans maintenant. The Witcher relate les aventures d'un Witcher, du coup un sorcereur qui s'appelle Geralt de Rivia, qui est un espèce de mutant en fait, dont le métier est de tuer des monstres. Voilà, de débarrasser la population de monstres. Alors il y a un petit peu de tout, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des trucs honnêtement que c'est du pur folklore européen dont j'ai pas forcément la référence moi à la base, mais c'est quelque chose, la plupart des bêtes quand vous les cherchez existent en vrai, existent. Ça fait partie du folklore européen, donc c'est assez cool. En fait, ce bouquin, c'est une espèce de quête additionnelle, on va dire. Ouais, c'est ça. Si vous avez joué à Skyrim ou à tout RPG, JRPG ou RPG, c'est une quête additionnelle. Ça se passe avant ça se passe entre le bouquin 2 et le bouquin 3, plus ou moins. On ne suit que Geralt, déjà, comparé aux autres bouquins de The Witcher qui suivent aussi Ciri. Celui-là ne suit que Geralt. Et on y suit une espèce de quête additionnelle où Geralt perd ses épées. En fait, les Witchers ont 2 épées, une en argent et une en fer classique. Il perd ses épées, il se les fait voler et du coup, il doit retrouver ses épées et retrouver les personnes qui ont volé ses épées. Ça paraît un petit peu con dit comme ça, mais en fait, le fait de pouvoir suivre uniquement Geralt au cours de cette aventure, ça permet de plonger beaucoup plus dans sa psyché. C'est quelque chose que je regrettais beaucoup dans les autres livres qui sont juste au-dessus des The Expanse. Ce que je regrettais en fait dans ces livres, c'était que la psychologie de Geralt restait relativement cachée finalement. On ne sait jamais vraiment trop ce qu'il pense, surtout par rapport à sa profession de Witcher. On sait que c'est un mutant, on sait que les gens ne le regardent pas forcément très bien, on sait qu'il a du mal à créer des liens avec d'autres personnes à cause de sa profession-là, Dandelion mis à part. Et là, pour une fois, dans celui-ci, on a vraiment un vrai point de vue de Geralt sur le fait qu'il le vive mal, en tout cas qu'il le vive pas forcément très bien, le fait qu'il ait du mal à vraiment progresser dans la vie en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir enfin, vraiment, Geralt qui te dit
parfois je dois laisser mourir des gens, parfois je dois faire des choix qui sont pas simples. Et c'est des choses qu'on voyait pas dans les autres bouquins et qui manquaient vraiment, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on voit pour le coup dans les jeux vidéo. Et c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu dans la série aussi et qui, je pense, va être un peu plus exploré dans la saison 2. Un bouquin qui est très appréciable, que j'ai beaucoup aimé, qui dans l'idée ne sert à rien dans le développement de l'histoire, parce que comme j'ai dit, c'est pas du tout avec l'idée de l'enfant surprise, c'est pas du tout avec Ciri, on n'entend même pratiquement jamais parler de Yennefer non plus, ce qui est cool parce que je suis pas forcément une très très grande fan de l'histoire entre Yennefer et Geralt. En tout cas, dans les livres, elle est très très toxique cette relation, dans les jeux de mémoire, elle l'est un petit peu moins. Donc j'ai apprécié pouvoir déjà replonger dans l'univers du Witcher, parce que c'est un univers qui est très dense, et pour une fois d'avoir un côté un petit peu plus interne, un petit peu plus personnel finalement du Witcher. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que je le lirai toujours en dernier ? Oui. Je continuerai vraiment à le lire en dernier après The Lady of the Lake, à la fin, vraiment tout à la fin, parce que certains, j'avais vu sur Goodreads notamment, ils disaient de le lire entre les 2 premiers livres qui sont des recueils de nouvelles et le 3e qui est Blood of Elves, qui est le premier vraiment roman, on va dire, de l'aventure. Je suis pas forcément d'accord avec ce parti pris-là. Je le lirai vraiment à la fin, parce que ça permet de faire un petit retour un petit peu sympa, de se poser un petit peu après les événements un petit peu lourds, on va dire, de Lady of the Lake. Voilà, je le recommande, je l'ai trouvé assez fun à lire, il n'est pas très très long, en plus il fait quoi, 400 pages 350 pages, donc c'est pas un livre qui est très long, c'est un livre qui se lit très très bien, et qui en plus de ça offre enfin un petit peu de profondeur au personnage de Geralt, qui a tendance à être un peu mis de côté dans sa propre saga, notamment parce que Ciri est beaucoup plus présente en fait, notamment dans les derniers livres. Voilà. Une bonne fin, enfin une bonne conclusion pour moi aussi au Witcher, et un bon moyen de ressentir pour une fois de l'affection pour ce personnage qui en mérite grandement, et qui, voilà, ça manquait un petit peu dans les précédents, donc pour ça, Season of Storm, qui existe en français, qui était traduit en français, mais vous pourrez le trouver en français si vous ne le lisez pas en anglais. Voilà, hop, j'ai bien préparé ma petite table. Ensuite, on se lance dans un bouquin, et j'ai toujours du mal à vous en parler, parce qu'à chaque fois, je me sens mal. Les livres de Neil Asher. Neil Asher n'a pas encore à ce jour été traduit en français, et je le déplore complètement, parce que pour moi, c'est un des meilleurs écrivains modernes de space opéra. Je vais vous en parler quand même, d'autant que c'est le 3e tome, je ferai toujours l'erreur, 3e tome d'une saga, mais pour moi il mérite vraiment d'être reconnu, donc si vous avez la capacité de lire en anglais, franchement, foncez, lisez du Neil Asher. On part donc sur The Human de Neil Asher, 3e tome de la saga Rise of the Jane, le soulèvement des Jane, je suppose, le réveil peut-être des Jane. Dans ce livre, nous suivons, nous sommes dans un monde qui est très très en avance sur nous, on n'a pas de date, mais c'est bien au moins le 45e siècle, quoi, après notre ère, où les êtres humains sont un peu dispatchés un peu partout dans la galaxie, ils sont tous très augmentés, il y a même un concept qui s'appelle des Heyman, donc un mélange entre human et AI, donc ça fait à la place du U, je vous l'écrirai parce que c'est sûrement plus simple que ce que je vous suis en train de vous expliquer, mais à la place du U de humans, vous avez AI, Heyman, du coup. Concept qui est très très cool en fait, voilà, c'est des humains qui sont complètement transhumanistes, quoi. Ils ont des puces dans le cerveau, ils ont des espèces de nanorobots médicaux, ce genre de choses. Et cette humanité étendue dans l'espace est en guerre, enfin en tout cas était en guerre contre une espèce qui s'appelait les Pradors, qui sont, j'ai décrit sur Instagram comme étant des langoustes géantes de l'espace, et je pense que c'est la meilleure description que je pourrais vous donner, des langoustes géantes de l'espace. Mais ces deux espèces si radicalement opposées en termes de physique mais aussi de mentalité vont devoir s'allier contre un ancien ennemi commun qui s'appelle donc les Jane, et qui sont une espèce très très ancienne, extrêmement technologiquement avancée, et dont le but est plus ou moins de détruire tout ce qui est aussi technologiquement avancé qu'eux, voilà, pour rester, on va dire, un peu les maîtres de l'univers, plus ou moins. Et donc dans ce 3e tome, donc The Human, nous revenons sur les événements des 2 premiers, donc c'est vraiment des livres qui se suivent. In medias res, les Jane se sont réveillés, et on a bataille spatiale sur bataille spatiale sur bataille spatiale, et on a des discussions sur le transhumanisme, on a des discussions sur l'autre, du coup, entre les humains et les Pradors,
Est-ce qu'on peut vraiment s'allier à une espèce qui n'est pas la nôtre? Est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour une espèce qui n'est pas la nôtre? Est-ce qu'on peut travailler avec une espèce qui n'est pas la nôtre? Parce que c'est déjà compliqué de travailler des fois entre personnes d'une même espèce, quoi. C'est hyper intéressant. Et pourtant, moi, je suis pas une... Alors, j'adore le space opéra, mais je suis pas une énorme fan de bataille spatiale parce que, ça peut être un petit peu redondant. Il y a des termes parfois qui sont un petit peu... Bon, voilà, t'es obligé de chercher ce que c'est, un canon de je ne sais quoi. Enfin, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, me plaît nécessairement dans le space opéra. Mais alors, dans ce bouquin, c'est écrit avec tellement de punch, tellement de rythme, que, voilà, tu peux juste pas poser le bouquin, en fait. C'est vraiment un livre qui est ultra appréciable. Les personnages ont beau être nombreux, ils ont tous vraiment une personnalité propre, ils ont tous quelque chose à apporter, ils ont tous une utilité, mais en même temps ça se voit que c'est pas des éléments de scénario, vraiment c'est pas ce personnage va servir à ça, ce personnage va servir à ça, pas du tout. C'est des personnages qui ont beaucoup à dire, mais qui sont pas là pour être des éléments de décor, entre guillemets. Et ça c'est quelque chose qui est super appréciable parce que c'est malheureusement quelque chose qui se fait beaucoup. Et c'est pas quelque chose qui vient de la SF moderne, hein, ça c'était déjà avant, ça se fait dans tous les types de littérature. C'est pas du tout le cas de ce bouquin-là, ça coule très facilement. C'est parfois un peu technique, ça reste c'est en bordure avec de la hard SF, parce que voilà, quand on a avec des termes très techniques, très militaires, très vaisseau, quoi, ça peut perdre un petit peu les gens qui connaissent pas forcément. C'est pas le cas de celui-là. Franchement, si j'ai vraiment une saga à vous recommander, si vous savez lire l'anglais, c'est The Rise of the Jane, c'est les livres de Neil Asher, c'est des très très bons bouquins qui se lisent très très bien. C'est de la super SF moderne, très bien écrite, avec des personnages qui sont juste mais fantastiques à lire. Franchement, je vous recommande si vous lisez l'anglais, si vous êtes capable de lire l'anglais. Encore une fois, j'ai vu nulle part sur internet que les livres de Neil Asher allaient être traduits, ce qui est vraiment dommage. Je vous tiendrai informé pour le coup si je le vois passer un jour peut-être, éventuellement je l'espère. On passe ensuite à une autre saga que j'avais beaucoup appréciée aussi, qui pour le coup celle-là est traduite en français, la saga des Wayfarers ou des Voyageurs en français de Becky Chambers avec le 3e tome de cette saga, Record of a Spaceborne Few, qui est donc le 3e tome, sachant que les livres ne se suivent pas nécessairement. Ça fait partie du même univers, mais les livres ne se suivent pas nécessairement, donc je vous recommande quand même de commencer par le premier qui s'appelle en français peut-être le long chemin vers une planète énervée. Bruh. Le 3e tome du coup de cette saga. Dans cette saga, pour vous expliquer un petit peu pareil, on est dans un univers très très avancé, 45e siècle, etc. On est du coup dans un monde où les humains se sont fait contacter par d'autres espèces et font partie d'un espèce de conseil galactique en fait, un espèce de consortium galactique qui est un consortium politique, social et économique où chaque espèce a le droit a le droit à être nourrie, en tout cas a le droit à vivre, en tout cas comme toutes les autres. Et dans ce livre, on part un petit peu sur un aspect qu'on voyait notamment dans le premier, où on parle de l'Exodus. Enfin, l'Exodus Fleet, donc ça serait la flotte de l'Exode peut-être, où ce sont en fait les premiers humains qui ont décidé de quitter la Terre pour aller voyager dans l'espace. En fait, ce sont des espèces de vaisseaux générationnels. Et on parle du coup de qu'est-ce que deviennent ces humains qui sont toujours dans cette flotte. Cette flotte existe toujours alors qu'ils ont été contactés depuis des centaines d'années. Cette flotte existe toujours. À quoi sert un vaisseau? À quoi sert une flotte quand elle est arrivée à destination? C'est-à-dire qu'on est vraiment confronté au mes ancêtres ont voulu ça. Qu'est-ce que je fais de ce fardeau que m'ont donné mes ancêtres? Qu'est-ce que c'est la bonne marche à suivre pour respecter leur volonté, respecter le chemin qu'ils ont parcouru, respecter ce rêve qu'ils avaient? Et moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la flotte? Est-ce que En fait, maintenant, la flotte est toujours gardée, mais c'est presque un musée, finalement. C'est un souvenir plus qu'autre chose. Est-ce qu'on continue d'utiliser cette flotte-là? Est-ce qu'on a le droit d'aller sur des planètes? Est-ce qu'on a le droit de faire des colonies ailleurs? C'est hyper intéressant parce que ça amène à une grande discussion en SF de ce voyage vraiment vers des autres planètes et ce voyage vers le contact. On a rarement ce après. On a rarement ce côté on a voyagé, on est arrivé, mais la flotte existe toujours et moi maintenant qu'est-ce que je fais? On a rarement ce côté-là et c'est super intéressant. C'est intéressant aussi parce que Becky Chambers, je dis toujours que c'est de la light SF. C'est pas de la soft SF, pour moi c'est de la light SF parce que c'est extrêmement doux, c'est extrêmement mignon, c'est extrêmement simple à lire. Ça se lit très vite, en plus c'est des bouquins qui sont tout petits, je crois que celui-là c'est le plus grand, il doit faire quoi? Ouais, 360 pages. C'est des bouquins qui ont, même en abordant des sujets terribles,
comme la mort, comme la xénophobie, comme ce genre de choses. Il arrive toujours à explorer ces sujets de manière extrêmement douce, extrêmement bienveillante, et ça fait du bien, parce que la SF, finalement, des fois, c'est quand même un peu lourd. Et je suis la première à ne pas supporter ce genre de cliché, mais il faut dire ce qui est. Parfois, la SF, c'est pas drôle. Parfois, la SF, ça te met dans un truc où tu dis, mais allez, vas-y, il y a des morts et des guerres, etc. Et pour une fois, on est fan de la SF, qui n'est pas de la SF forcément très drôle en soi, mais qui est très légère et qui est très facile à prendre. Pour moi, c'est vraiment, quand on me pose la question, je veux me lancer dans de la SF, mais je sais pas quoi lire, Les Voyageurs de Becky Chambers. Il n'y a pas besoin de connaissances en soi, en technologie, on va pas avoir de références SF de ouf pour pouvoir les suivre. C'est doux, comme je disais, c'est extrêmement... c'est pas simpliste, pas du tout, parce qu'en soi, il y a des thèmes qui sont extrêmement complexes. Voilà, le thème de l'ancestralité, de la transmission, de faire ses propres choix. Il y a beaucoup de thèmes aussi, pas tant dans la xénophobie dans celui-ci, mais vers l'autre aussi, les extraterrestres, comment on peut construire une civilisation ensemble. Est-ce qu'on garde nos propres codes? Est-ce qu'on les mélange? Il y a beaucoup de choses aussi avec la langue. Beaucoup de thèmes qui sont centraux en SF, mais qui sont faits de manière tellement... Ouais, c'est vraiment, vraiment le mot qui me revient, c'est doux. C'est pas prise de tête, ça se lit bien. C'est des livres pour moi qui sont vraiment des livres feel good, où vous pouvez vraiment vous poser dessus. Voilà, le siège de mamie, comme ça, t'as ton thé, t'as ton chat. Et tu peux vraiment apprécier ce genre de livre pour ce qu'il est, sans avoir à se poser non plus 450 questions. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est rare en SF. Qu'on retrouve de plus en plus maintenant, entre guillemets, dans de la SF un petit peu plus moderne, mais qui avait tendance à manquer un peu. Je vous recommande la saga des Wayfarers, des Voyageurs. Je sais pas ce que donne la traduction française, encore une fois. On me demande assez souvent ce que donnent les traductions françaises. J'en sais rien. Je lis pratiquement jamais en français. Je ne sais pas ce que ça donne. Je tends à penser que les traductions sont meilleures et qu'un peu plus d'effort est fait dans les traductions aujourd'hui. Mais entre ce que je pense et la réalité, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc voilà, Les Voyageurs, d'autant plus si vous n'êtes pas des grands fans de SF, si vraiment vous n'êtes pas des grands fans de lecture aussi. Des petits livres qui se lisent très bien. Pour moi, c'est le quintet plus gagnant de j'ai envie de lire mais je suis pas un grand lecteur et j'ai envie de lire de la SF mais je suis pas un grand fan de SF. Les Voyageurs de Becky Chambers. Voilà. On passe maintenant à vraiment, si vous deviez prendre un seul conseil de lecture pour moi en 2021, et on est qu'en août, je suis bien consciente de ça, mais si vous ne deviez prendre qu'un seul conseil de lecture aujourd'hui à la date où cette vidéo est postée, Aurora de Kim Stanley Robinson, qui est un livre absolument magnifique. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai lu du coup juste après Record of a Spacebound Few. Ça parle plus ou moins de la même chose, des mêmes thèmes, mais d'une manière complètement différente. Vous connaissez peut-être Kim Stanley Robinson pour, ils sont juste là d'ailleurs, la trilogie de Mars, qui est un livre dont on parlera un jour sur la chaîne, mais pas maintenant tout de suite. Autant vous dire que quand j'ai pris ce bouquin, je m'attendais pas du tout à ça. Kim Stanley Robinson, c'est quelqu'un qui écrit de la hard SF normalement, donc la SF qui parle beaucoup de technologies, d'éthique qui sont liées à ces technologies-là. Si on en parle un petit peu dans ce bouquin-là, parce que mine de rien, il y a aussi pas mal de choses liées à la technologie, c'est un livre qui est extrêmement humain. Dans ce livre, donc, nous suivons un vaisseau générationnel qui quitte la Terre pour se rendre près de Tau Ceti. Tau Ceti, c'est un soleil qui est relativement proche du nôtre, pour s'installer sur une planète pour créer la première colonie humaine hors de la Terre. Donc nous suivons la fille d'une des ingénieures du vaisseau qui nous montre en fait par ses yeux alors d'enfant puis d'adulte qu'est-ce que c'est de vivre dans un vaisseau pareil, les risques, la société qui se construit en fait, et c'est extrêmement beau à lire. Parce que déjà c'est complètement différent de la vision qu'en a Becky Chambers, mais aussi parce qu'il y a tout cet aspect technologie, ingénierie, mais aussi cet aspect social qui est ultra important, et c'est vraiment un bouquin qui est hyper agréable à lire pour plein de points différents. Déjà vraiment le côté création de liens sociaux et civilisation. Encore une fois, est-ce qu'on est toujours terrien? Est-ce qu'on est quelque chose d'autre? Est-ce qu'on est
voilà, comment se considérer? Est-ce que vous êtes toujours, est-ce que vous faites toujours partie de la Terre? Surtout que là, on sait dans ce... C'est un livre qui est pas forcément des plus simples à lire, mais qui offre énormément de questionnements hyper intéressants. Notamment toutes les questions autour de l'appartenance à un groupe. Parce qu'en fait, dans ce vaisseau, en fait, vous le voyez là vite fait, c'est un vaisseau avec deux espèces de ceintures. En fait, il y a le ring A et le ring B. Et en fait, ces deux vaisseaux sont alors connectés, mais chacun de ces anneaux en fait, sont dirigés par des personnes différentes, ont des biomes différents en fait, dans ces vaisseaux, dans ces rings, en fait, dans ces espèces de cercles. Il y a des espèces de... Alors, ils appellent ça des biomes. Je pense que c'est à peu près ça, c'est des terrains écologiques en fait. Il y en a un qui est pour la toundra, il y en a un qui est pour le désert, il y en a un qui est pour, je sais pas moi, les steppes européennes, peu importe. Pour essayer en fait de garder le maximum d'espèces animales déjà, mais aussi d'espèces de plantes. Il y a tout un débat aussi sur les ressources aussi, comment les ressources sont récupérées, comment est-ce qu'elles sont distribuées. C'est assez drôle parce que je reviens dans celui-là du coup, parce que c'est complètement différent. Dans celui-ci, chaque personne de la flotte a droit à un repas et à un logement et à un métier, etc. Si c'est un peu le cas là aussi, on a rapidement des questionnements sur les famines. Qui doit-on nourrir en premier? Toutes ces petites choses-là. Il y a aussi une énorme question qui pour moi était super intéressante aussi, qui n'est pas du tout explorée dans Becky Chambers. C'est la question de la transmission aussi. Il y a toute une partie du livre qui est centrée sur le fait que les enfants, de génération en génération, sont moins malins, ont un QI moindre, ont des capacités d'apprentissage moindres. Alors il se pose la question de est-ce que c'est à cause des radiations? Est-ce que c'est parce qu'on vit en espace clos? Est-ce que c'est la manière d'apprendre? Est-ce que c'est la société dans laquelle on est qui ne va pas? Il y a énormément de questionnements là-dessus. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent en SF, en tout cas, de ce côté de... Finalement, les enfants, les générations futures ne seront peut-être pas capables de prendre soin de ce qu'on a créé pour eux. Entre guillemets. La transmission de savoir, mais aussi la transmission de culture, c'est quelque chose qui est primordial dans ce bouquin-là. On suit vraiment des personnages qui sont désabusés de leur monde parce qu'à force ils en ont marre, ils ont envie d'arriver sur cette planète-là, et d'un autre côté, qu'ils aiment ce monde-là parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. On arrive à un moment donné, du coup, autour de Aurora, donc la planète à qui il donne ce nom-là, et on se retrouve aussi face à une peur finalement en fait, on n'a jamais connu ça. La Terre, pour eux, est une planète en soi, c'est une idée. C'est un rêve, plus que quelque chose de réalisable. C'est pas quelque chose de tangible pour eux. Et d'arriver sur cette planète-là et de se dire, maintenant, il va falloir faire le taf, c'est quelque chose qui les terrifie. Et même si c'est quelque chose qui est là en SF, cette idée de waouh, on va partir dans un autre endroit et c'est terrifiant, c'est jamais à ce point-là, entre guillemets. Et je trouve ça hyper intéressant que pour une fois, on en parle vraiment. Je vais pas parler forcément de ce qui se passe sur Aurora parce que c'est un des meilleurs points du livre. Le livre m'a énormément surpris à ce niveau-là. Je m'attendais vraiment pas à ça et c'est assez rare pour que ça soit notable. Je ne m'attendais pas aux 3/4 des développements du livre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas forcément un indicateur que le livre est bon, parce que ça peut aussi surprendre d'une mauvaise manière. Ça arrivait suffisamment souvent pour... J'en ai suffisamment souvent parlé sur Instagram et sur YouTube pour que ce soit pas forcément quelque chose de positif. Mais vraiment, si vous ne pouvez prendre qu'un seul conseil de lecture de moi cette année, c'est Aurora de Kim Stanley Robinson, qui est un des livres les plus touchants, les plus émouvants et les plus humains que j'ai pu lire depuis très longtemps. Même s'il y a quand même des éléments de hard science fiction, notamment des discussions avec l'ordinateur de bord, par exemple, qui sont super cool en plus. Ça reste moi un des livres les plus humains que j'ai pu lire dans ce thème. Voilà, Aurora de Kim Stanley Robinson. Et on passe maintenant au dernier livre, qui est aussi un livre assez surprenant, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. The Book of the New Sun, le premier volume, qui comprend The Shadow of the Torturer et The Claw of the Conciliator, qui sont en fait, voilà, le livre en fait contient 2 livres en un, finalement. Voilà, vous voyez, là par exemple, on est au moment du deuxième livre, donc ils sont à peu près pareils tous les deux, c'est 300 pages à peu près chacun, je dirais, à peu près environ.
C'est marrant parce que c'est un SF Masterworks et je vois rien du tout de SF dedans. Je vois même pas les éléments de science fantasy. Pour moi, c'est de la pure fantasy. On est dans un monde un petit peu... Alors, le monde s'appelle Earth, écrit comme ça. Potentiellement, c'est un livre très très post-apo, du coup, où il se serait passé quelque chose et notre civilisation, nous, a été décimée. Ce sont ces humains-là qui ont pris le pas. D'où peut-être l'élément science-fiction, je ne sais pas. Bref, nous sommes donc sur ce monde-là, qui s'appelle Earth, dans un monde relativement médiéval, je dirais. C'est un monde de cap et d'épée classique, quoi. Où nous suivons Severian, qui est un tortureur, qui est un bourreau, finalement, on pourrait dire, qui fait partie du coup de la guilde des bourreaux. Hein. Plus ou moins chaque classe, en fait, chaque métier fait partie d'une espèce de guilde un petit peu. Et il commet un tort, il trahit sa guilde, il commet un acte qui fait qu'il est accusé de trahison. Et il doit traverser une partie de son pays pour retrouver son honneur. Et en chemin, il se passe plein de choses. Et en fait, en chemin, il se passe tellement de choses que tu as tendance un petit peu à oublier de quoi t'es parti. C'est le seul point négatif que je verrais dans ce bouquin, c'est ça. Il se passe tellement de choses, il y a tellement de personnages, il se passe tellement il y a tellement d'événements en fait qui arrivent qu'à la fin du bouquin, je me suis dit on est loin d'être arrivé encore à l'endroit où le bouquin est censé aller, entre guillemets. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, il reste quand même 2 livres, hein, donc voilà, c'est une quadrilogie du coup, une tétralogie. Vraiment, j'ai eu du mal. Alors, j'ai pas eu du mal à rentrer dedans, je suis très bien rentrée dedans. Mais en fait, le 2e bouquin de Cloth the Conciliator m'a un peu perdue. Parce que trop d'événements, parce que trop de personnages, parce que trop de choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Ceci dit, ça reste un bouquin qui est hyper intéressant. Déjà, parce que c'est de la fantasy qui se base... Enfin, un des trucs avec la fantasy, c'est que très souvent, le world building est super important. Le fait qu'on soit dans un univers un petit peu fantasy, avec, je sais pas moi, de la magie, par exemple, avec des éléments fantastiques, avec le royaume, les batailles entre royaumes, etc. Voilà, Brandon Sanderson ou Robin Hobb, c'est très comme ça que ça se fait. Là, on est sur de la fantasy qui est complètement différente. On est sur de la fantasy beaucoup plus quotidienne, j'ai envie de dire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé le terme médiéval et de cap et d'épée, parce que c'est vraiment ça, pour moi, c'est beaucoup plus quotidien. Même s'il y a des éléments magiques, fantasy un petit peu plus classique, c'est de la fantasy pour moi que j'ai rarement eu l'occasion de lire. Alors, je ne suis pas une énorme lectrice de fantasy non plus, donc c'est peut-être aussi de là que ça vient. Mais j'ai trouvé ce bouquin assez différent pour ça. Assez différent aussi pour son aspect très poétique. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit et qui offre vraiment parfois des moments hyper oniriques qui sont hyper agréables. Severian, c'est un personnage qui n'est pas forcément très intelligent, qui n'est pas forcément hyper sympathique non plus, mais qui a une manière de raconter les choses, que tout est à la première personne, qui est absolument fascinante. Severian aussi, c'est un personnage qui a une mémoire fantastique. C'est un peu son épée de Damoclès, c'est un peu son talon d'Achille. Il se souvient de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Qu'est-ce que je disais ? Oui, Severian, c'est quelqu'un qui a énormément de problèmes, énormément de mal à gérer ses souvenirs et à gérer pas tant qui il est, mais la manière dont il se perçoit lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un personnage qui est, encore une fois, pas forcément hyper sympathique, notamment dans sa relation avec les femmes, où il peut être un petit peu étrange, on va dire. Il a des relations avec beaucoup de femmes différentes, ce qui n'est pas nécessairement un problème, mais en fait, il a une manière de les considérer, de les comparer les unes aux autres, qui fait un petit peu... qui est un petit peu étrange à lire, on va dire. Je ne sais pas vraiment si c'est l'auteur qui fait toujours ça, ou si c'est vraiment pour ce personnage-là qu'il avait décidé de donner cette appréciation-là, mais j'ai trouvé ça assez bizarre, en fait. Mis à part ça, et ce petit côté un petit peu, alors c'est pas non plus du sexisme de ouf, hein, mais mis à part ce côté comparaison féminine, parce qu'en soi les personnages féminins sont hyper intéressants. Dorcas par exemple est super cool, Théa est un personnage qui est très trouble et qui est super intéressant. Voilà, il y a des femmes très cool dans ce livre, c'est juste la relation que le personnage a avec ces femmes qui est étrange, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un livre duquel j'ai du mal à parler, parce que c'est d'un côté de la pure fantasy, de l'autre côté c'est quelque chose que j'ai rarement vu. D'un côté c'est de la fantasy typique avec les épées, la gemme magique,
l'honneur à être retrouvé, l'honneur perdu, etc. Et de l'autre côté, c'est très poétique, c'est plein de questionnements sur qui on est, qu'est-ce qu'on va faire dans son futur, comment retrouver la personne qu'on est, comment se donner pleinement à quelqu'un d'autre quand on ne sait pas vraiment qui on est et comment réussir à s'apprécier tel qu'on est alors qu'on a déjà du mal à savoir qui on est, ce genre de questionnements-là qui sont super intéressants. Et en même temps, c'est tellement beau, c'est hyper bien écrit, c'est magnifique, il y a des passages qui sont, comme je disais, extrêmement oniriques, qui sont presque plus du conte finalement, notamment des espèces de passages un peu de rêve, qui sont extrêmement visuels en plus de ça. C'est un livre qui est très difficile à appréhender, mais si vous êtes déjà un petit peu connaisseur peut-être de fantasy, je pense que c'est un livre à lire. Je pense que c'est un livre auquel il faudrait donner sa chance. Voilà. The Book of the New Sun, le tome 1, en plus j'ai pas parlé trop des couvertures, mais je trouve que c'est une des plus belles couvertures du SF Masterworks. Ils font toujours des belles couvertures. Cette collection de livres-là, une collection britannique de chez Goliath, mais couverture sublime. Voilà, nous avons parlé de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je fais toujours un top 3 sur Instagram. Alors pas un top 3, mais c'est-à-dire que je choisis vraiment 3 livres qui méritent plus que d'autres d'être discutés. Aurora, évidemment, encore une fois, si vous prenez qu'un seul conseil de lecture, Aurora de Kim Stanley Robinson qui est sublime. Le 3e tome de Tome, il faut vraiment que ça me rentre dans la tête, le 3e tome des Voyageurs de Becky Chambers, parce que je suis une très très grande fan de cette saga-là et vraiment je vous la recommande. Et bien sûr, Neil Asher, qui je pense va devenir rapidement un de mes auteurs préférés. J'en parlerai un jour sur la chaîne, j'ai très très envie d'en parler, je veux que je lise plus de livres de lui, j'ai très très envie d'en parler. Voilà tout le monde, c'était le premier épisode de La Pile, j'espère que ça vous aura plu. C'est beaucoup de blabla, je suis pas sûre que ce soit hyper agréable à regarder pour vous, peut-être que je les écrive ces vidéos. J'en sais rien, vous savez quoi, on tente, on n'a qu'une vie, il faut tenter les choses. Moi je vais aller profiter un petit peu du soleil tant qu'il est là, et je vous retrouve la semaine prochaine, du coup. À bientôt dans l'univers, ciao.